Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien confinés en cette journée ensoleillée. Le, L'objectif de ces meet-up organisés par Exteam, c'est d'abord de faire profiter le plus grand nombre, on va dire, des savoirs et des talents de nos consultants, euh, aussi de faire connaître l'entreprise. Et éventuellement d'attirer des talents. Donc si vous êtes bon en développement, en gestion de projet ou en conseil IT, que vous souhaitez, on va dire, aller vers de nouveaux challenges ou même par curiosité, voilà, on peut échanger là-dessus plus tard. Donc, si on revient au sujet de ce meet-up, donc, on va parler du projet spécifique de Facebook de création d'une crypto-monnaie qui s'appelle Libra. Donc, juste pour les règles, on va dire, d'organisation, c'est bien que vous soyez tous déjà en mute, donc en silencieux. Et on peut utiliser le chat si on a des questions. Donc, moi, je vois quand quelqu'un veut poser une question, ça sort, j'ai une notification des chats, donc n'hésitez pas à l'utiliser en cours de route ou même en fin de présentation. La présentation devrait durer autour de 30 minutes. Il y a 33 slides. Et, et après, il y aura une petite session de questions-réponses. Alors, donc, qu'est-ce qu'il va y avoir comme contenu? Donc, on va traiter, déjà, il va y avoir une intro sur qu'est-ce que c'est que la blockchain, qui est la technologie sous-jacente à la Libra. Donc, juste, ça va être assez rapide. Et il y a un meet-up spécifique, technique, qui va être prévu là-dessus, sur la blockchain, comment ça marche techniquement. Aujourd'hui, c'est un meet-up fonctionnel sur voilà, les règles de fonctionnement, les principes, la politique, la gestion. Voilà, rien de vraiment très technique, j'espère. Donc, on va voir, on va parler du projet de crypto-monnaie de Facebook et comment ça se décline et quel impact ça pourrait avoir, quels enjeux, d'abord sur les personnes, ensuite donc sur les populations, ensuite sur les entreprises, que ce soit les partenaires de Facebook ou alors ou les autres concurrents, on va dire. Et enfin, quels enjeux donc pour les États et les institutions. Alors, on va commencer par l'intro. Donc, qu'est-ce que la blockchain? Donc, tout est dans le nom. Donc, c'est une chaîne de blocs. Donc, ces blocs, ça ressemble à des bases de données qui sont évidemment sécurisées grâce à une technique qu'on appelle la cryptologie. Ces bases de données, elles sont distribuées. Qu'est-ce que ça veut dire distribuer? C'est un peu comme décentralisé, en un peu plus fort. C'est-à-dire que il y a plusieurs copies exactes de ces bases de données chez différents acteurs. Décentralisé, on a centralisé, donc on met tout dans un data center. Décentralisé, on a l'information qui est répartie sur plusieurs, on va dire, serveurs. Et distribué, c'est on a des copies réparties un peu partout dans le monde, on va dire. Donc, ces blocs, ces bases de données stockent des informations qui sont, ces informations, c'est globalement les transactions qu'il y a entre les gens, entre les utilisateurs. Il n'y a pas d'organe de contrôle, donc c'est la communauté qui fait office de tiers de confiance. Les informations ne sont pas modifiables, donc ça fait partie des principes de la blockchain. On peut ajouter des informations, mais on ne peut jamais modifier une information existante. Donc voilà pour les principes, on va dire, majeurs de cette technologie. Donc comment ça marche?
Eh bien, on a l'habitude, quand on fait une transaction, voilà, qu'un acteur, quand je veux envoyer un virement à un ami, entre nous, il y a la banque qui est un tiers de confiance. Donc, la banque vérifie que j'ai l'argent, que c'est bien moi, et ensuite vérifie que le destinataire, c'est bien lui, fait la transaction et stocke toutes les transactions dans sa base de données, on va dire. Euh, Ensuite, sur la partie blockchain, ça ne fonctionne pas pareil. Euh, D'une part, il n'y a il y a pas de tiers de confiance, donc ce sont les utilisateurs qui certifient les transactions. Et toutes les transactions sont publiques et stockées, stockées dans les bases de données, on va dire, de chacun. C'est la même copie et personne ne peut les modifier. Donc, euh, je vais parler d'un exemple concret, comme ça sera un petit peu plus clair. Donc, si je veux envoyer un Bitcoin à un correspondant, donc moi, je dis, je lance la commande système, je veux envoyer le Bitcoin. Très bien. On a dit que les transactions étaient chiffrées, donc cryptées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une clé publique, il y a une clé privée. La clé privée, elle va me permettre de chiffrer mon message. Et la clé publique, c'est la clé que moi, je vais donner à tous les autres acteurs. Et grâce à cette clé publique, ils vont déchiffrer le message. Et si le message se déchiffre, ça veut dire qu'ils sont sûrs que c'est moi l'émetteur du message. Donc, j'envoie mon Bitcoin à mon ami Omar. Ensuite, avec la clé publique, on sait que c'est moi. Tout le monde peut vérifier dans sa base de données locale que j'ai bien un Bitcoin à donner à Omar. Et ensuite, ces acteurs, on les appelle aussi des mineurs langage de blockchain. Et donc, grâce à leur puissance de calcul, la puissance de calcul de leur machine, ils vont créer un bloc avec cette transaction supplémentaire. Le premier qui réussit à le faire, déjà, il est rémunéré avec des bitcoins et ensuite, il prévient les autres. Les autres valident la transaction. Personne dans tout ça n'a intérêt à falsifier les trucs puisque tout se base sur la confiance dans le système. Et si les gens perdent confiance dans le système, tous on va dire les bitcoins qu'on possède ne vaudront plus rien. Une fois que, on va dire, la majorité d'acteurs a authentifié, a validé la transaction, Omar reçoit mon Bitcoin. Donc, une majorité d'acteurs, c'est selon la blockchain, des centaines, des milliers, des millions de personnes. Voilà globalement, en un exemple précis, comment ça fonctionne. Ensuite, quelques usages. Il y a deux blockchains principales aujourd'hui, la Bitcoin et l'Ethereum. Donc, il y a plusieurs cas d'usage. On peut utiliser donc dans l'échange de monnaie, comme je viens de donner un exemple, pour authentifier des titres de propriété. Ça a été utilisé par exemple au Ghana parce qu'on ne sait pas à quelle terre appartient à qui, etc. On peut l'utiliser dans les contrats numériques, les smart contracts. Par exemple, AXA a utilisé une blockchain pour gérer ses contrats numériques. Pourquoi? Parce que dans une blockchain, on peut faire du code et donc on peut dire par exemple si un vol est annulé, eh bien mon algorithme calcule une indemnité et indemnise mon assuré directement sans aucune intervention humaine. On peut l'utiliser pour le vote. La traçabilité alimentaire, donc chez Carrefour, ils ont utilisé ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de cas d'utilisation pour la blockchain, puisqu'encore une fois, l'intérêt derrière,
c'est de s'affranchir des tiers de confiance que sont les banques, les États, Airbnb, Uber, Amazon, c'est-à-dire tout organisme qui joue l'intermédiaire entre deux acteurs qui veulent réaliser une transaction. On pourrait même, si on veut, ubériser Uber, puisque on pourrait ne plus passer par Uber pour commander un taxi, mais passer par une blockchain. Voilà, donc c'est terminé pour cette partie courte sur l'introduction. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc à utiliser le chat. On passe à la partie suivante qui est le cœur du sujet. Donc on va maintenant commencer à parler de la Libra qui est la crypto-monnaie de Facebook. Donc la problématique, c'est quels sont les enjeux de cette crypto-monnaie. Donc premièrement, pour les individus. Donc pour les individus, quel est le périmètre? On parle de quoi? Donc la Libra, ça va être utilisé, on va dire, par n'importe qui. Ça peut concerner tout le monde. Et il faut juste avoir un téléphone et un accès Internet. Donc aujourd'hui, il y a des centaines de millions de gens qui ont un téléphone et un accès Internet. Et tout cela est en constante augmentation. Donc, quels sont les intérêts de la Libra? Donc, la Libra, elle n'est pas encore sortie et le sujet n'arrête pas de bouger, donc c'est aussi difficile de faire un meet-up là-dessus, mais c'est un sujet important, mais il y a des nouvelles qui tombent tous les mois. C'est pas encore sorti, la date de sortie, c'est le deuxième semestre 2020. L'idée, c'est que ce soit une monnaie stable. Le rêve, on va dire, des créateurs de cette monnaie, c'est que ce soit une monnaie unique, universelle. Donc, c'est géré par une fondation qui a été créée par Facebook. La fondation est basée en Suisse et Facebook est membre de cette fondation au même titre que ses partenaires. Donc, c'est pas Facebook qui gère directement ce truc-là. C'est un peu fait exprès, voilà, pour pas dire c'est Facebook qui tire les ficelles, etc. Donc, c'est une fondation basée en Suisse et Facebook est partenaire. Et donc, tous les gens qui financent le projet à hauteur de 10 millions de dollars minimum ont un siège dans cette fondation. Donc, comment ça fonctionne? Elle est indexée sur des monnaies fiables, on va dire. Initialement, c'était le dollar uniquement. Là, ils sont en train de penser à un modèle hybride, c'est-à-dire indexer le cours de la Libra à 50% sur le dollar, à 20% sur l'euro, à 10% sur le yen, et puis il y a le dollar singapourien aussi. C'est en discussion. Autre sujet et autre intérêt, quand on fait une transaction Libra, quand on achète un truc, on donne des Libras à quelqu'un, il n'y a pas de frais, ou en tout cas, les frais sont soit nuls, soit très faibles. Donc, ça n'a rien à voir avec les frais qu'on pourrait avoir avec un virement à Western Union, etc. Les frais, ils serviraient uniquement à la partie donc infrastructure, supporter l'infrastructure Libra et évidemment rémunérer les actionnaires, c'est-à-dire tous les donateurs, tous les gens qui ont donné de l'argent à ce projet. Encore une fois, on est sur des frais très faibles, sans comparaison, sans lien avec les frais qu'on peut avoir aujourd'hui avec les monnaies officielles. Dernier sujet, qu'est-ce qu'on peut faire avec un portefeuille Libra? On peut réserver sur Booking, on peut acheter des musiques sur Spotify, on peut réserver un vol, on peut réserver un Uber. Donc, toutes ces entreprises font partie du consortium et l'idée, c'est de payer de plus en plus de choses avec cette monnaie.
Quels sont les inconvénients? Les inconvénients, c'est que premièrement, ces entreprises vont savoir de plus en plus de choses sur nous, tout ce qu'on achète, combien on possède, etc. Et on sait que Facebook, les revenus publicitaires de Facebook, c'est plus de 99%, 98% de son chiffre d'affaires. Et ces revenus publicitaires se basent sur nos données, donc sur la connaissance qu'ils ont de nous. Euh, Autre sujet, le langage de développement, c'est un langage propriétaire Facebook, donc c'est pas quelque chose encore de 100% ouvert sur l'extérieur. Alors, donc ça c'était pour, on va dire pour les individus. Donc il y a des intérêts d'utilisation, de facilité d'usage, d'économie, de taux de change, etc., de coûts de transaction. Et il y a on va dire des dangers qui sont on donne de plus en plus de données sur nous. Maintenant, on passe à la deuxième partie, qui est quels sont les enjeux pour Facebook et on va dire ses partenaires, ses concurrents, etc., les entreprises. Donc, euh, donc pour Facebook, l'image un peu de Facebook a été écornée sévèrement par de nombreux scandales dernièrement. Et donc, en gérant bien ce lancement de Libra, il pourrait, entre guillemets, se racheter en apportant une valeur ajoutée pour les individus. Il y a eu plusieurs scandales par le passé, donc vous les connaissez, les élections russes, donc Cambridge Analytica avec les histoires de Brexit, l'élection de Trump, des sujets de discrimination à l'embauche et des problèmes on va dire, de GDPR au sens large, c'est-à-dire d'accès aux données personnelles, de revente, etc. Donc, il y a un enjeu, on va dire, de confiance, premièrement, par rapport à Facebook. Le deuxième enjeu, c'est que d'un point de vue concurrence, donc vous savez que Facebook possède WhatsApp, possède Instagram, il y a un certain nombre d'autres applications, mais c'est pas suffisant par rapport à la concurrence chinoise, par exemple, puisqu'en Chine, pour ceux qui sont déjà allés, ils utilisent une seule application qui s'appelle WeChat et qui fait tout ce qu'on voit là-haut. Donc, il fait les taxis, les réservations, les paiements, les messages, le chat, social life et le networking personnel professionnel. Donc, c'est un moyen, ce serait un moyen donc pour Facebook on va dire, de renforcer son portefeuille d'actions en allant vers la partie paiement. Vous savez que Facebook n'a pas lancé son wallet, hein. Il y a le wallet Apple, il n'y a pas le wallet Facebook. Et ils veulent le lancer en même temps que la Libra. D'accord. Donc c'est ça, ça fait partie des sujets. Autre chose, c'est qu'il y a une concurrence accrue avec Telegram, puisque Telegram souhaite aussi lancer sa propre crypto-monnaie basée sur la blockchain TON, T-O-N. Donc la crypto-monnaie s'appellerait Gram, comme Telegram. C'était bien parti, mais a priori ce serait un peu compromis parce que ça a été interdit aux États-Unis récemment par une autorité qui s'appelle Securities and Exchange Commission, donc qui a jugé que Telegram ne donnait pas assez d'informations à ses investisseurs, ne justifiait pas du fait que dans la durée, ils allaient pouvoir s'occuper de cette crypto-monnaie. Voilà, ils qui ne respectaient pas une certaine loi très spécifique. Enfin bref, aux États-Unis, c'est bloqué aujourd'hui. Donc, sachant que les Américains, c'est un tiers des investisseurs. Donc, pour l'instant, pour Telegram, c'est mal barré. Mais en tout cas, Facebook suit de près ce sujet.
puisque c'est une concurrence directe à la Libra. Voilà, aussi autre sujet, donc Calibra, ce serait l'application Facebook pour gérer la Libra. Donc c'est comme, comment ça s'appelle? Lydia. Pour ceux qui utilisent cette application, on arrive, on a notre solde Lydia et on peut faire un virement en un clic à quelqu'un sans aucun frais. Donc ça s'appellerait Calibra et ça pourrait rapporter de l'argent, comme je le disais, une petite commission pour chaque transaction ou à voir. C'est pas encore défini. Pour permettre de financer les infrastructures de la Libra et de produire, on va dire, de dégager un revenu pour les investisseurs. Autre sujet pour les entreprises, quels sont les enjeux donc, pour les fondateurs de la Libra, donc ce consortium de plusieurs entreprises, dont Uber, PayPal, Lyft, même Visa, Vodafone. Il y avait Iliad, c'est le seul acteur français dessus pour l'instant. Voilà, quels sont les enjeux pour cette boîte-là? Donc, quand vous êtes partenaire, on va dire, de ce projet, vous disposez d'un nœud de validation. Donc, les nœuds de validation, c'est l'histoire c'est le processus que j'ai expliqué au début. Chaque, comment dire, chaque acteur dispose d'une blockchain qui est la copie parfaite des autres blockchains. Ensuite, intégrer le moyen de paiement Libra dans une application, évidemment, et puis participer à faire évoluer cette monnaie virtuelle. Ensuite, par rapport à ces partenaires, l'inconvénient, c'est que pour l'instant, la Libra n'est pas bien vue. Elle n'est pas bien vue par les institutions. Et donc, certains partenaires commencent un peu à se retirer, vu la réticence des États, des sénateurs. Donc, ils veulent pas être surveillés davantage, ils veulent pas être un peu pointés du doigt à cause de ça. Donc, certains partenaires se sont retirés. Les voici. Donc, Mastercard, PayPal, Visa. Donc, principalement les gens qui font du paiement et qui ont jugé que peut-être le pari était un petit peu trop risqué. Après, il faut savoir qu'il y a des gens qui se retirent, mais d'autres qui s'ajoutent au projet. Donc, par exemple, Shopify, le site d'e-commerce, s'est rajouté cette année au projet. Voilà, donc maintenant, sur la dernière partie, quels sont les enjeux donc, pour les institutions, c'est-à-dire pour les États, les banques centrales, etc. Quel est l'impact de la Libra sur eux? Donc, on a vu que pour les entreprises, c'était surtout, on va dire, un enjeu de revenus et de collecte de données personnelles. Et maintenant, pour les institutions, on va essayer un peu de séparer tout ce qui est pays développés on va dire, pays en voie de développement, pays émergents. Donc, quand on déploie une monnaie comme ça, virtuelle, unique, à grande échelle, il y a un danger pour les grandes puissances. Puisque derrière la notion d'argent, il y a aussi une notion d'économie et de contrôle. Donc, on va voir donc pour l'impact sur les monnaies souveraines, on va dire. Donc, la, la monnaie d'un État, c'est aussi des enjeux de pouvoir, c'est des enjeux de contrôle de l'économie.
Ensuite, il y a aussi des enjeux de stabilité, puisqu'on a dit que la Libra a été indexée sur plein de monnaies, mais qui sont censées être fiables, on va dire. Donc c'est plus des enjeux, on va dire, de contrôle. Ici, c'est des enjeux de contrôle et des enjeux de souveraineté. On ne veut pas que ce soit Facebook qui contrôle notre monnaie. Voilà, pour faire simple. Euh, Ensuite, il y a un autre sujet qui est fondamental avec ces histoires de monnaie virtuelle et ces histoires de blockchain, c'est les impôts. Donc l'État doit collecter l'impôt et grâce aux monnaies fiduciaires, en monnaie classique, on sait combien possède chaque personne à la banque, etc. Or, avec ce sujet des blockchains et des crypto-monnaies, euh, comme c'est basé sur l'anonymat, on ne sait pas qui possède combien, donc on ne sait pas quel impôt prélever. Autre sujet, ça peut être aussi, comme c'est encore une fois, le principe c'est l'anonymat, il y a un danger qui est sous-jacent, qui est le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. On ne sait pas d'où sort l'argent, etc. Et d'ailleurs, quand on se fait hacker via un ransomware, par exemple, le hacker demande un paiement en Bitcoin, parce qu'il n'a pas envie qu'on le retrouve. Donc, ces monnaies qui sont basées sur l'anonymat présentent des sérieux défis pour l'État de savoir qui est qui et qui a combien. Donc, par rapport à l'impôt et par rapport aux enjeux de sécurité, de blanchiment d'argent, de terrorisme. Euh, donc, les États aujourd'hui ne sont pas très chauds. Ils ne voient pas trop l'intérêt, surtout les États on va dire, développés en Occident, ne voient pas trop l'intérêt de ces crypto-monnaies. Donc, pour une grande puissance, on n'a pas envie que notre monnaie donc fiduciaire, c'est-à-dire avec des pièces et des billets, soit remplacée. On n'a pas envie de perdre le contrôle. Et en plus, la Banque centrale européenne, la BCE, travaille déjà sur un projet de crypto-monnaie, mais plus régulé, plus contrôlé. Donc, de fait, ça exclut la Libra. Donc, en synthèse, pour les pays développés, c'est pas trop si on a envie de répondre à la problématique. Pour l'instant, c'est pas un enjeu prioritaire et c'est pas une bonne idée. Donc, on comprend la réticence de ces États-là et pourquoi les États-Unis ont dit non à Graham, etc. Et pourquoi aussi le lancement de la Libra n'a cessé d'être repoussé, puisqu'il devait être lancé en 2018 et puis en 2019 et maintenant en 2020. Alors, pour les pays émergents, c'est peut-être une autre histoire. En tout cas, il y a d'autres sujets qui rentrent en compte. Puisque c'est des pays à forte inflation, le système bancaire n'est pas très développé, n'est pas très stable. Tout le monde n'a pas forcément de carte bleue, tout le monde n'a pas forcément de compte bancaire dans ces pays-là. Euh, et ça peut être aussi, les crypto-monnaies, ça peut être aussi un moyen pour les individus, enfin pour les citoyens, de protéger leur liquidité face à la dévalorisation. Donc, si vous possédez des Libras, si vous avez 5000 Libras, vous savez que ça vaut 5000 $ aujourd'hui, et dans 6 mois, ça vaut toujours 5000 $. Or, si vous avez 5000 dinars voilà, je ne sais quel pays,
il y a une énorme inflation, instabilité par rapport à ça. Et donc, ça insécurise les liquidités de chacun. Donc, voilà pour, on va dire, les avantages. Euh, il y a le même, on va dire, il y a le même problème pour les pays sous-développés sur le sujet du contrôle. Même s'il y a beaucoup on peut dire de black ou de tout ce qu'on veut, il y a quand même des impôts dans ces pays-là. Il y a quand même une sécurité. Il y a quand même une guerre contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme. Donc, il y a aussi cette réticence à remplacer sa monnaie par la Libra pour tous les pays, qu'ils soient développés, pas développés. Même si, voilà, on voit quand même qu'il y a des sérieux avantages pour ces populations à aller sur la Libra. On va essayer de les résumer ici. Donc, on a dit que les banques n'étaient pas stables. Là, quand on est sur de la Libra, il n'y a pas d'intermédiaire bancaire, premièrement. Deuxième sujet, c'est on peut échanger. Voilà, quand on est dans on va dire une démarche de développement, on peut échanger avec d'autres pays, d'autres populations, vendre, acheter, voyager, même si on n'est pas sur les mêmes devises, même si on a des devises locales différentes. Et en plus, on va dire, cette notion de stabilité qui est fondamentale pour un business. Donc voilà globalement le sujet et on comprend un peu mieux, en tout cas, que pour les pays émergents, pour des populations de pays émergents, euh, avec un développement rapide qui s'accélère, avec le système bancaire qui ne suit pas, et les sujets liés à l'instabilité de la monnaie, les crypto-monnaies telles que la Libra prennent plus de sens. Donc, pour terminer, on va faire une petite conclusion donc, par rapport à notre sujet et puis vous aurez l'occasion de poser des questions si vous en avez. Les spécialistes aujourd'hui, les économistes, donc Philippe Erlin et Nicolas Weber, c'est des économistes. Leur sujet, c'est de dire aujourd'hui que en l'état, sauf peut-être aménagement, transformation proposée par Facebook et compagnie, en l'état, les principaux clients de la Libra vont être des pays émergents. Vu tout l'intérêt qu'on a, tous les intérêts et tous les avantages qui ont été cités, ce sera ce genre de population qui vont être les principaux clients. Donc Nicolas Wever dit la même chose en insistant sur la stabilité de la monnaie. Voilà, on le voit, et si on a envie de prendre un exemple, vous pouvez prendre, sans aller jusqu'au Venezuela où la monnaie, elle prend 2000% de déflation par an, rien qu'en Turquie, qui est un énorme pays développé de 80 millions d'habitants, où l'année dernière, la lire avait perdu 50% en 6 mois. Donc, on voit quand même qu'il y a un intérêt pour ce genre de pays à forte croissance à aller sur la Libra et tout en parallèle traiter évidemment les sujets de souveraineté, d'impôts, etc. Donc, pour les autres, donc tout ce qui est Europe, États-Unis, etc. Il y a Facebook qui est en train de réfléchir à en plus soit sortir plusieurs monnaies virtuelles, c'est-à-dire pas que la Libra, soit aussi permettre le paiement dans les monnaies souveraines, donc
le dollar, l'euro, etc. Donc voilà pour notre sujet.